Bienvenue à la grande édition, chers téléspectateurs de la télévision rwandaise. Je suis David Carmel Ingabire, c'est une joie de vous retrouver. Ce mardi, la Bourse du Rwanda était hôte d'un événement qu'elle a organisé en collaboration avec ses partenaires sous l'initiative de sonner la cloche pour l'égalité de genre, connue comme The Bell for the Gender Equality, un événement annuel qui se tient depuis 10 ans au mois de mars pour célébrer les droits de la femme. L'activité a commencé par le discours d'ouverture de Pierre Célestin Rwabukumba, directeur général de la Bourse du Rwanda, soulignant l'importance de la diversité de genre et de l'inclusion dans la conduite d'une croissance économique et d'un développement durable. Des représentants d'agences gouvernementales, d'organisations de la société civile, d'entités du secteur privé et de partenaires internationaux se sont réunis pour réaffirmer leur engagement à faire progresser les programmes d'égalité de genre, comme l'indique Pierre Célestin Rwabukumba. Pour cette cérémonie qui se passe maintenant bientôt, il y a 10 ans qu'on fait ça, c'est le monde entier. Les bourses de valeur du monde entier, ils font ça durant ce mois de mars, à partir du 1er mars jusqu'à la fin du mois, pour évidemment attirer l'attention sur la promotion du genre. Le genre, évidemment, les gens pensent que toujours c'est à propos des femmes. Ce n'est pas à propos des femmes, c'est au fait, le genre, nous sommes en train d'attirer l'attention sur le fait que la discrimination contre les femmes diminue et pour qu'on promouvoie les femmes à ce qu'ils font dans nos entreprises, dans la politique, dans les business et tout ça. Donc c'est pour cela que nous faisons ça. Aujourd'hui, nous avons fait cette cérémonie, encore une fois ici au Rwanda, pour inspirer les jeunes filles. Il y a les jeunes filles de Gashora à Girls School qui sont venues ici pour être témoins elles-mêmes de ce que nous faisons. Moi, aujourd'hui, je crois que c'est le plus important parce qu'elles sont venues, elles ont pu échanger avec les leaders de ce pays dans le domaine financier, le AFC, la Banque mondiale, les banquiers, qui sont d'ailleurs la plupart des banquiers qui étaient dans la salle, étaient des femmes qui sont à la tête de leurs entreprises. Alors, il y a 3 choses. Il y a le financement, il y a accès au financement. Il y a aussi le professionnalisme. On les inspire à ça. En fait, pour moi, je crois que c'est le plus important. Parmi les participants, les élèves qui étaient présentes ont exprimé leur joie de rencontrer des professionnels et hauts cadres des institutions financières pour les encourager afin qu'elles aient un brillant avenir. Ce n'est pas pour montrer un acte de charité pour les femmes, mais c'est pour aussi lui montrer qu'ils peuvent investir dans eux, pour leur montrer qu'ils sont là pour eux, pour qu'ils puissent avoir une future brillante. Et aussi, ils nous ont dit qu'on doit utiliser toutes les opportunités qu'on a autour de nous pour avoir une future brillante et avoir tout ce qu'on puisse, mais avec aussi les autres, pas seulement pour les femmes, mais travailler aussi avec toutes les personnes qui sont autour de nous. Cette année, le thème de la Journée internationale des femmes étant investir les femmes, accélérer le progrès, et il est important de souligner le besoin urgent de financement pour atteindre l'égalité de genre d'ici 2030. En particulier, cet événement, donc Ring the Bell for Gender Equality, organisé en collaboration avec plus de 118 bourses mondiales, initiative pour les bourses durables, la Société financière internationale, la Fédération mondiale des bourses et l'autorité rwandaise des marchés boursiers. L'événement, sonner la cloche pour l'égalité de genre, a constitué un puissant symbole de solidarité. Vous suivez la grande édition sur Rwanda TV. Au Rwanda, un jeune handicapé excelle dans la manipulation des outils informatiques et une jeune dame aveugle enseigne à des élèves sans handicap. De Kigali, Jean Damascène Manishimwe nous en dit plus. Bizamenyimana Jean-Pierre vit au nord du Rwanda avec handicap.
Il n'a pas ses deux mains. Malgré son défi physique, il est déterminé à devenir un expert en technologie et poursuit ses études secondaires avec détermination. Mes études à l'école maternelle, primaire et secondaire, je les ai faites avec détermination et je me suis intégré totalement. À l'école technique, Bizamenyimana est passionné des cours de programmation informatique et fait preuve de compétences exceptionnelles, comme en témoignent ses pairs qui n'ont pas d'handicap. Jean-Pierre est un élève brillant. Il arrive premier de notre classe. Il obtient un score supérieur à 80% en classe. À moins d'une année pour terminer ses études secondaires, Bizamenyimana aspire à créer une entreprise technologique de haut niveau car il est convaincu que l'handicap ne peut pas entraver ses rêves. Une personne handicapée est comme toute autre personne. Elle peut travailler et aller plus loin dans cette vie. Le plus important est la volonté et la passion et cela suffit. Il n'y a aucun handicap qui l'empêcherait de le faire et ainsi réaliser ses rêves. Surmonter un handicap physique est un pari réussi aussi par Gloria Uamahoro. Elle a perdu la vue à l'âge de 3 ans et aujourd'hui, âgée de 30 ans, elle est enseignante de langue à l'école secondaire au nord du Rwanda. Comment réussit-elle à enseigner? J'ai ici un appareil appelé Orbit Rider qui possède une carte mémoire. J'enregistre mon cours sur une carte mémoire qui le transforme en écriture braille que je parviens à déchiffrer. Je donne les notes aux élèves par avance et à l'aide de mon appareil Orbit Rider, je leur donne les explications nécessaires. Les élèves de Gloria Uamahoro apprécient son assiduité au travail et n'éprouvent aucune difficulté à suivre ses cours. Nous maîtrisons son cours facilement car nous nous sentons à l'aise avec elle et il nous fournit toutes les explications nécessaires au cours. Cette enseignante invite à la valorisation des personnes en situation de handicap. Il faut considérer les compétences de quelqu'un avant de s'attarder sur son handicap. J'interpelle les parents, l'handicap n'est pas synonyme d'incapacité. L'inclusion des personnes en situation de handicap au Rwanda a permis à ces dernières d'embrasser divers métiers et parviennent ainsi à subvenir à leurs besoins au quotidien. Merci Jean Damascène. Les membres de l'appui au développement du secteur de transport aérien sont réunis à Kigali pour un atelier de formation de 3 jours afin de discuter des politiques visant à aborder la prise de décisions stratégiques pour la facilitation de la coopération militaro-civile et la sécurité de l'espace aérien. Les membres de cette organisation affirment que le secteur du transport aérien contribue considérablement à l'économie et que son renforcement et sa vitalité sont très essentiels. Cette formation met en lumière la nécessité de l'existence de mécanismes qui permettront la mise en œuvre effective des politiques des États donnant effet aux dispositions de la Convention conduisant à la réalisation de la contribution envisagée de l'aviation aux économies mondiales, y compris celle des États partenaires. C'est en 2018 que 29 pays d'Afrique australe ont signé des accords sur l'utilisation conjointe de l'espace aérien dans le cadre de la gestion de la circulation aérienne, civile et militaire. Et le journal continue, bien sûr. Merci de nous avoir choisi. Les enseignants volontaires envoyés au Rwanda dans le cadre du programme de mobilité des enseignants de l'Organisation internationale de la francophonie se réjouissent de leur intégration dans le pays. Ils se félicitent surtout d'avoir créé des environnements francophones là où ils sont établis. De passage à Kigali, 2 d'entre eux se sont confiés à la télévision rwandaise. Suivez. Alors revenons maintenant sur ce mois de la francophonie en tant que volontaire de l'OIF ici au Rwanda. Et, bon, je ne sais pas si vous êtes organisé d'une certaine manière ou bien chacun travaille individuellement dans son école. Comment ça se passe chez vous? Oui, mais avant de revenir sur cette question, je voudrais renchérir un peu. Ah oui.
Au niveau de la méthode... Les méthodes d'apprentissage. Oui, elle a parlé de TVC Monde que nous utilisons, mais au-delà de TVC Monde, l'approche communicationnelle, l'approche actionnelle, bref, nous utilisons beaucoup plus. Nous amenons les enfants à plus utiliser la méthode participative. Oui, effectivement. Voilà, participative, active, oui. De manière à ce qu'eux-mêmes ils soient au centre de leur apprentissage. Oui. Bon, maintenant, pour ce qui est de... Pour répondre à votre question, organisation. Oui, sur l'organisation. Déjà, dans le projet, en ce qui concerne le projet de la mobilité des enseignants de français au Rwanda, oui. Nous avons comme cahier de charge l'enseignement de français. Nous avons également l'encadrement des enseignants locaux et ensuite la création d'un environnement francophone. Oui. Alors, dans le cadre de cette création et animation de cet environnement francophone, nous organisons déjà beaucoup d'activités avec des élèves et des enseignants locaux. Maintenant... Donc, c'est chacun individuellement? Chacun individuellement organise dans son club, dans son environnement francophone. Oui. Mais pour ce qui est de la journée internationale de la francophonie, nous envisageons faire une activité commune et qui aura, sur l'échelle nationale, je veux dire, sur l'échelle nationale. Donc, ça ne sera pas quelque chose de très, très nouveau. Ça sera en majorité des activités que nous avons l'habitude de les animer dans nos différents clubs francophones, que nous allons ramener certains des plus phares au sein de cette journée. Donc une sorte de compétition peut-être? Oui, il y aura des compétitions, mais pour le moment, nous sommes encore en train de travailler sur le projet. Oui. Donc d'ici avant cette journée, je pense que tout sera déjà calé et nous saurons exactement ce qu'il y a lieu de faire pour cette journée. Et Manuela, vous aviez quelque chose à ajouter? Une chose que je veux ajouter à ce que Didier a dit, c'est que oui, on organise des activités vraiment individuellement dans nos différentes localités. Hein? Oui, pas que, voilà, c'est à ça que j'en venais en fait. Oui. C'est pas que forcément dans notre seul établissement, parce que voilà, parce que en fait, et aussi il y a cette collaboration là avec aussi nos collègues. Donc en plus de l'établissement, vous voulez créer un environnement francophone. Ouais, on le fait déjà, j'ai envie de le dire, j'ai envie de l'affirmer comme ça. Oui, parce que par exemple moi, je suis au GS Gaïma à Kibongo. Oui. J'ai par exemple ma collègue Amandine qui est elle à Kayonza au Modern School. Oui, je vois. J'ai un autre collègue qui est à Zaza. Oui. Et très souvent, on essaie de mettre ensemble nos efforts et de créer des activités ensemble. Soit on part avec nos élèves dans l'école de l'autre pour déjà faire déplacer les enfants, déjà les voir, pour qu'ils puissent eux aussi voir que le français il se parle en dehors des classes, pas seulement dans la classe, pour qu'ils sachent que le français, c'est pas j'ai envie de dire, c'est une langue à part entière. Pas seulement quand le professeur de français est là, mais quand même quand je pars là-bas, je pourrais parler français. Quand je pars au marché, je pourrais parler français parce que je vois dehors. Donc voilà, c'est ce que je voulais ajouter. Alors, j'allais vous poser la question concernant maintenant les collègues enseignants, parce qu'il y a les élèves, vous êtes en classe et vous avez le cours de français qui est inscrit sur le programme. Est-ce que chez les enseignants, il y a une certaine collaboration pour les aider à apprendre, à maîtriser, à améliorer les compétences communicatives en français? Oui. Déjà, une chose que je vais ajouter, c'est qu'ils sont contents de nous avoir avec eux. Oui. Parce que j'ai certains de mes collègues qui quand même parlent bien français, qui disent Manuela, c'est bien que tu sois là parce qu'on est en train d'oublier le français, mais tu es là. Oui. On essaie de parler parce que c'est certain que je n'étais pas là, mais je pense que c'était le cas. Avant que je ne vienne, je ne pense pas qu'on parlait français dans la salle de classe, dans la salle des profs. Mais avec ma présence là... Ils sont obligés. Et ils veulent bien. J'ai pas envie de... Ils sont obligés, mais ils aiment bien en fait. Oui. Le truc, c'est qu'ils n'avaient pas l'occasion de le faire. Et ma présence leur donne cette opportunité-là. Donc, ils aiment bien le faire et ils disent, tu ne vas plus partir, tu vas rester là avec nous. Alors ça, c'est quelque chose qui se fait, j'ai envie de dire, tous les jours au quotidien. Mais à côté de ça aussi, on travaille avec et nos enseignants, nos collègues, j'ai envie de dire en griffe directe parce que ce sont des enseignants de français, mais aussi avec tous nos autres collègues. Oui. Parce qu'on organise des activités pour tous nos collègues enseignants. Oui. Bien vrai qu'il y a à côté, je veux dire qu'on prenne du temps pour travailler spécifiquement avec nos collègues de français. Et avec eux, voilà, c'est
une manière de collaborer, un échange d'expérience, j'ai envie de dire, parce qu'ils nous apprennent aussi et on apprend d'eux. Et voilà, donc nous, notre rapport, c'est de leur partager ce qu'on sait, des bonnes, j'ai envie de dire, démarches pour mettre en place une approche, comme il a dit, communicative, puisque le point qu'on veut toucher, c'est vraiment emmener les enfants à vraiment parler. Voilà. Et pour terminer, comment évaluez-vous ce programme de mobilité des enseignants déjà avec 2 ans que vous venez de passer au Rwanda? C'est un programme qui porte des fruits. Vous êtes optimiste quant à l'avenir de ce programme, vu ce que vous vivez sur le terrain? D'accord. Alors, moi, je suis quelqu'un qui est toujours optimiste parce que je me dis, c'est ce qui déjà provoque le résultat que tu vas avoir demain. Et oui, nous sommes optimistes pour la suite. Pourquoi? Déjà parce qu'on a des collaborateurs qui sont quand même engagés, qui veulent apprendre. C'est vrai que par endroits, parce qu'après, on ne va pas peindre le tableau comme s'il était vraiment tout beau, par endroits, il y en a qui ont encore des réticences. Et ça, je pense que c'est lié à leur personnalité. Mais on a des collègues qui sont vraiment beaucoup engagés et voilà, qui veulent apprendre. Et déjà là, de par ce partage qu'on a là, il y a un certain impact qui est positif. Et par la suite, je me dis déjà qu'ils ont appris, on a appris ensemble, j'ai bien envie de le dire. J'aime bien le dire comme ça pour ne pas qu'on le voit juste dans un seul sens. Et au-delà de ça, je veux dire, pour ce qu'on leur a apporté, c'est clair que ce sont des choses qu'ils font en classe ou qu'ils feront en classe, même si nous ne sommes pas là. Didier, peut-être que tu peux Didier quelque chose. Oui, si je reviens même d'abord avec des collègues locaux, au départ, beaucoup pensaient que nous étions des inspecteurs, on venait les contrôler, on venait voir leurs méthodes, on venait les critiquer et tout ça. Et ce qui fait qu'il y avait cette réticence, il y avait l'écart. Mais avec le temps, on a pris du temps de leur parler, de leur dire non, si nous sommes venus, c'est pour qu'ensemble, nous puissions voir comment décomplexifier les méthodes d'enseignement. En fait, il ne faut pas avoir une bonne gamme de vocabulaire pour pouvoir s'exprimer. Il ne faut pas maîtriser toute la grammaire, toutes les règles de français pour pouvoir essayer de communiquer en français. La pratique. Il faut pratiquer. Même si on a 2 mots, on peut pratiquer. Alors, c'est à partir de ce moment-là qu'ils ont compris pourquoi nous étions là. Et le travail a commencé, comme Manuela le disait. L'environnement francophone s'est créé à partir de notre présence au sein des établissements, et pas seulement dans l'établissement, même dans nos quartiers. Nos bailleurs, nos voisins, le boutiquier chez qui nous nous ravitaillons, il est obligé de dire les prix en français. Quand il nous voit, il essaye. Vous savez, avec, comme vous avez dit tout à l'heure, le Kinyarwanda qui se parle sur toute l'étendue nationale. Et, on a de la peine à trouver un petit break où on peut, une petite pause qui donne l'occasion de pouvoir s'exprimer en français. Pour le cas des élèves, c'est en contexte scolaire, en salle de classe, mais avec notre présence, le français se parle en dehors de la salle de classe parce qu'à chaque fois que nous nous rencontrons, nous nous frottons, il faut utiliser le français. Vous suivez le bulletin d'information de la télévision rwandaise. Les professeurs Vincent Duclerc et Charles Moulinda Kabwete, présidents des colloques internationaux des histoires de 2022 à Ouillé et Kigali et 2023 à Paris sur le thème « Savoir, sources et ressources sur le génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda, la recherche en actes » ont présenté à la presse les conclusions de leurs travaux et la suite à donner à ces 2 colloques. Occasion également pour l'historien Vincent Duclerc de présenter son livre « La France face au génocide des Tutsis, le grand scandale de la 5e République ». Un reportage de Patrick Nilidandi. Les 2 historiens, Vincent Duclerc et Charles Moulinda Kabwete, avaient répondu à l'invitation des journalistes rassemblés au sein de l'OPFR, l'organisation de la presse francophone au Rwanda, afin de présenter les grandes lignes des colloques internationaux des historiens de 2022 à Ouillé et Kigali et en 2023 à Paris, en France, sur le thème « Savoir, sources et ressources sur les génocides perpétrés contre les Tutsis au Rwanda, la recherche en actes ». Les 2 historiens ont ainsi présenté les conclusions de leurs travaux qui permettent chaque jour aux 2 pays de mieux connaître leur passé et mieux s'acheminer dans l'avenir.
nous avons montré comment nous avions développé plusieurs thèmes qui incluaient l'histoire, la justice, la psychologie et la santé mentale, la reconstruction du Rwanda après le génocide perpétré contre les Tutsis et comment on doit enseigner l'histoire du génocide perpétré contre les Tutsis aux élèves du Rwanda pour que la mémoire du génocide puisse continuer à être perpétuée. On a essayé effectivement avec mon collègue le professeur Charles Moulinda Kabweke de souligner que le travail qui a été mené dans les 2 sessions du colloque, avec prochainement la mise en ligne d'une centaine de communications, eh bien, ça va apporter beaucoup de ressources pour le travail des journalistes qui vont pouvoir aller puiser dans de la connaissance, qui vont avoir des références qu'ils savent trouver. Mais là, ça va être réuni. Et ça va être réuni aussi donc à travers, une œuvre commune. C'est-à-dire qu'il n'y a plus, en gros, de chercheurs du Rwanda, de chercheurs de France ou de Belgique. Il y a vraiment une communauté unie que nous formons. Et notre travail est commun. Et on le fait pour aussi donner vraiment des outils, des armes, des données à éclairer et à former le public. Les 2 chercheurs ont aussi mentionné l'importance de poursuivre la recherche, car la recherche ne s'arrête pas, c'est un processus continu. En fait, ce qui va suivre, c'est que pour la 30e commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis, nous allons montrer, nous allons partager tous les documents que nous avons produits pour les 2 colloques, à peu près 100 chapitres, dans un document qui va les rassembler et qui sera intitulé « Les actes du colloque ». Et ce document-là sera disponible en ligne, à la fois sur les sites web de l'Université du Rwanda et de l'équipe de recherche de la France. Donc c'est déjà d'apporter au fond notre pierre à la 30e commémoration, c'est-à-dire effectivement à travers en particulier cette mise en ligne de l'ensemble des communications. En France, à Paris, nous avons un programme de 5 journées consacrées au génocide perpétré contre les Tutsis du Rwanda, notamment dans des institutions prestigieuses comme l'École normale supérieure. On sera aussi à Montpellier, donc au sud de la France. Et puis, comme je l'ai dit, c'est de ne pas perdre de vue cet objectif de création d'un centre international de recherche et de ressources sur les processus génocidaires, les génocides et leur prévention. On souhaite effectivement l'installer à Kigali parce que Kigali déjà est un haut lieu de la recherche médicale, par exemple, la recherche scientifique. Eh bien, il faut que ça soit aussi pour les génocides, pour la compréhension des génocides, et peut-être la première étape, parce que ce centre, soit on le crée ex nihilo avec d'énormes moyens, ou alors les chercheurs eux-mêmes peuvent le réaliser, et le réaliser avec ce qu'ils connaissent, ce qu'ils savent faire, c'est-à-dire en particulier créer une grande bibliothèque, peut-être la plus grande bibliothèque au monde, sur les génocides, les processus génocidaires. Au cours de cet après-midi, l'historien professeur Vincent Duclerc a profité pour faire une présentation de son livre « La France face au génocide des Tutsis, les grands scandales de la Ve République ». Dans cet ouvrage, Vincent Duclerc reprend la longue histoire des relations franco-rwandaises, révisite l'intégralité des archives et les complète des documents et témoignages inédits en affirmant qu'il s'agit du plus grand scandale de la Ve République française. Et voilà, c'est tout pour cette grande édition. Merci de nous avoir suivis. Je remercie toute l'équipe qui m'a aidé à la préparer. Au plaisir de très bientôt vous retrouver.